plaisir de vous retrouver cette nouvelle semaine pour parler de sujets qui nous concernent sur votre émission Troisième âge, troisième vie. Bienvenue à tous. Première cause de handicap physique chez les adultes, l'AVC concerne l'ensemble de la population avec une prévalence chez les personnes de plus de 65 ans. L'attaque est imprévisible et soudaine. Il est donc important et primordial d'agir dès les premiers symptômes. En reconnaître rapidement leurs manifestations est donc vital. Nous faisons le point avec Dr Kamel Lafiaboro. Il est cardiologue auteur, médecin cardiologue et auteur. Merci docteur pour votre disponibilité pour un autre sujet. Bonsoir madame, comment vous allez? Très bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Nous parlons aujourd'hui d'AVC, les accidents vasculaires cérébraux. De quoi est-ce qu'il est question concrètement? Les accidents vasculaires cérébraux, de façon terre à terre, je dirais, c'est lorsque survient de façon brutale une obstruction d'une artère du cerveau. C'est-à-dire, il faut savoir que le cœur a un organe qui a pour rôle d'envoyer à tous les organes du corps leur nourriture, du sang. Et il peut arriver que le cerveau, pour une raison ou une autre, ne reçoive pas assez de sang ou n'en reçoive pas du tout, soit donc privé de sa nourriture, avec pour conséquence qu'une partie de ce cerveau qui ne reçoit pas à manger souffre ou meurt. Donc, de façon classique, lorsqu'une artère du cerveau est bouchée ou lorsqu'elle se déchire, on parle d'accident vasculaire cérébral. Oui, là, on sait qu'il y en a de plusieurs types, même quand on n'est pas médecin, on en entend parler. Quelles sont les différentes formes et comment les reconnaître? Ok, il y en a de façon classique deux formes. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le cœur envoie le sang aux organes, pas des tuyaux en fait, c'est des tuyaux. C'est comme du jardinage en fait. Donc, lorsque le tuyau ou une partie du tuyau qui doit apporter au cerveau sa nourriture, ce tuyau peut se boucher. Et quand ça se bouche, vous convenez avec moi que la partie du cerveau qui devait recevoir sa nourriture n'en reçoit pas. Là, on parle d'accident vasculaire cérébral ischémique. Ça veut dire qu'il y a un caillot de sang qui bouche une partie de l'artère du tuyau. La deuxième forme, c'est des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Et là, dans ce cas, les artères, les tuyaux se déchirent. Donc, quand ça se déchire, vous convenez avec moi aussi que la quantité de sang qui devait être destinée à une partie du cerveau diminue, voire s'arrête. Et là, donc, dans ce cas, on parle aussi d'accident vasculaire cérébral hémorragique. D'accord. Ce sont les deux formes d'accidents. Et chez les personnes âgées, quelle est la forme la plus fréquente où les deux existent à la même intensité? Non, la forme la plus fréquente chez les personnes âgées ou pas, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. C'est-à-dire qu'il y a un caillot de sang, c'est vraiment un caillot qui va boucher la terre et puis la circulation diminue ou s'arrête. Et dans ce cas, les conséquences viennent. Je veux quand même préciser un autre type d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle l'accident ischémique transitoire, où là le caillot bouge, mais au bout de quelques minutes, le caillot repart. Ça veut dire que c'est une personne qui est là, qui a des signes d'AVC, qui disparaissent tout de suite et souvent qui ne fait rien derrière, alors que c'est un véritable caillot de sang qui allait boucher une artère qui s'est débouchée par la suite. Comment provient ou d'où provient ce caillot de sang? Excellente question. C'est l'envoyeur. Le plus souvent, c'est l'envoyeur, c'est-à-dire le cœur. Parce que c'est un circuit, en fait. Le corps humain, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un circuit. Donc, le cœur est là. Il envoie le sang par des tuyaux au cerveau. Donc, le caillot peut provenir de ce cœur ou peut provenir de ce tuyau qui est entre les deux. Et c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on a un accident vasculaire cérébral, c'est important de voir un neurologue, mais aussi de voir un cardiologue qui seront chargés de vérifier
d'où vient, d'où provient ce caillot de sang, d'être sûr qu'il n'y a pas d'autres caillots, ce qui permet donc d'éviter d'éventuelles récidives. Avant d'en arriver aux causes, dans mon introduction, je disais que les AVC sont fréquents chez les personnes de plus de 65 ans. Qu'est-ce qui explique cette fréquence-là et que révèlent véritablement les statistiques? Les statistiques révèlent de façon mondiale, les AVC, c'est à peu près 5 millions de décès par an. Ça fait à peu près un décès toutes les 3 secondes, je vais dire. Cette émission, j'aime souvent prendre des exemples imagés. Dans cette émission qui doit durer 25 minutes, oui. D'ici la fin de cette émission, il y aura à peu près 375 à 400 personnes dans le monde, 400 personnes qui vont mourir d'un AVC ou de ses conséquences. Et ce qui est dommage, c'est des maladies qui peuvent être évitées par un changement de comportement. Les statistiques sont un peu plus difficiles dans notre contexte, oui. Mais il y a une étude qui a montré qu'en moyenne, une personne qui fait un AVC, qui est hospitalisée, dépense en moyenne entre 500 000 et 600 000 francs CFA au cours de l'hospitalisation. Au Bénin. Au Bénin. Donc les conséquences, il y a aussi des conséquences financières qui sont là et qui sont dramatiques. Et donc, effectivement, l'AVC, c'est une maladie très fréquente. Et la première cause de ces accidents vasculaires cérébraux, surtout les hémorragiques, c'est l'hypertension artérielle. On revient encore à cette maladie-là. Oui. Hypertension artérielle qui peut être vraiment évitée en mangeant sain, en bougeant assez et en apprenant à manager son stress. Donc, c'est des méthodes dont on va parler peut-être un peu plus en avant, qui sont simples, qui sont gratuites, mais qui permettent vraiment de vivre mieux, de vivre plus longtemps et d'éviter ces maladies comme l'accident vasculaire cérébral. Alors, vous avez parlé d'hypertension. Est-ce que c'est la seule cause ou la principale? Il y a d'autres causes. Il y a l'hypertension artérielle dont j'ai parlé et tous les facteurs de risque de ces maladies, c'est-à-dire le tabagisme, l'obésité, oui. L'alcoolisme, l'obésité et le surpoids, la mauvaise alimentation. Tout à l'heure, je parlais de caillots de sang. En fait, c'est des caillots qui sont constitués de sang et de graisse. D'accord. Donc, lorsqu'on mange gras, lorsqu'on mange de la mauvaise huile, il y a de fortes probabilités d'avoir ces caillots de sang. Donc, ici, le but, pour éviter les AVC, c'est d'éviter tous les comportements, tous les facteurs qui augmentent la probabilité que ces caillots soient formés ou qui augmentent la probabilité que ces artères se déchirent. Et c'est la fameuse formule 00533P. Dont on avait parlé quand on parlait de préserver son cœur. Il y a quelques semaines. Oui. Donc, zéro tabac. Tabac comme chicha, hein, oui. Parce que c'est même pipe, même tabac. C'est même pipe, même tabac. Oui. Zéro tabac, zéro chicha, zéro alcool, 5 portions de fruits et de légumes par jour. De façon régulière, prenez des fruits, prenez des légumes. Bougez au moins 30 minutes par jour. La marche, du vélo, de la natation, les escaliers au lieu de l'ascenseur. Une alimentation peu salée, peu sucrée, peu grasse, pas de cume et apprendre à manager son stress. Ça l'aide de rien, mais ces petits comportements cumulés un à un permettent de préserver le cœur, permettent d'éviter ces maladies comme l'accident vasculaire cérébral. Oui, on voit très souvent sur les réseaux sociaux un message qui circule et qui nous indique quoi faire quand on a les AVC. Nous allons revenir sur ce message, mais comment reconnaître qu'on fait un AVC? C'est important de vite reconnaître un AVC parce que c'est une véritable course contre la montre. Et on peut retenir le sigle VITE. C'est à dessein que j'ai dit vite. V-I-T-E. V, c'est pour dire visage. Donc, visage déformé. Vous parlez avec quelqu'un, mais vous-même, vous avez quelqu'un qui a brutalement un visage qui est déformé. Ou bien vous ne vous sentez pas bien, vous mirez le matin, vous sentez que votre visage est déformé. Donc, ça fait V. I, c'est l'incapacité à lever une partie du corps, à lever le bras, à lever le pied, c'est-à-dire vous marchez normalement, vous allez dormir par exemple, vous rentrez à la maison, vous réveillez et vous avez du mal à soulever la main, ou vous sentez que le pied est lourd, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc
visage, incapacité de lever une partie du corps. T, c'est les troubles de la parole. La personne a du mal à articuler, la personne commence à balbutier comme ça, ou ne peut pas parler. Elle a envie de parler, mais rien ne sort de la bouche. Et E, c'est pour dire que c'est une extrême urgence. D'accord. C'est une extrême urgence parce que justement, tout à l'heure je parlais de course contre la montre. Plus le temps passe, plus le cerveau souffre. Parce que le seul repas du cerveau, c'est le glucose. Donc lorsqu'il y a une partie, lorsqu'il y a une artère qui est bouchée, ce cerveau souffre et on a peu de temps en termes d'heures pour déboucher ce cerveau-là. Donc lorsque vous suspectez un AVC, vite, visage déformé, incapacité de lever le bras ou le pied, trouble de la parole, trouble de l'articulation, vous devez rapidement aller aux urgences. Vous pouvez être en train de prier dans la voiture, en train de prier, en train d'appeler ce que vous connaissez. C'est aller à l'hôpital et pour que ce caillot-là soit vite débouché le plus tôt possible. Au regard de la fréquence dont on a parlé, je pourrais dire que c'est très important pour les populations de connaître ces signes parce que souvent, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai qu'on parle de personnes âgées, mais ça peut arriver aussi aux moins âgés. Et quand on connaît ces signes, on pourrait aider, même si ce n'est pas nous-mêmes, on pourrait aider une personne qui fait un AVC à reconnaître. Mais si on reste dans le réel, j'aime dire souvent, on sait que nous sommes dans un système où on ne peut pas dire vous appelez le SAMU, vous appelez tel numéro, on vient vous chercher rapidement. Si vous êtes seul, est-ce qu'il y a des choses que vous pourrez faire même quand vous avez conscience que c'est un AVC pour vous permettre de gagner du temps si vous n'avez pas un téléphone à côté? Est-ce que c'est possible? C'est d'appeler du secours et d'aller à l'hôpital. C'est la seule solution. C'est la seule solution. C'est d'appeler du secours et d'aller à l'hôpital. Parce que c'est comme si vous arrosez et un enfant met un caillou dans le tuyau, l'eau ne sort pas. Vous avez beau tout faire, l'eau ne sort pas. Et c'est justement à l'hôpital qu'ils ont les produits, qu'ils ont les pinces, qu'ils ont les produits pour dissoudre ce caillou, qu'ils ont les pinces pour tirer ce caillou, pour que vos fleurs qui représentent ici le cerveau ne fanent pas et puissent être arrosées. Donc quand vous êtes seul, si vous ne pouvez pas appeler, c'est vraiment de vous rendre dans un centre de santé. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous reconnaissez les signes de l'AVC, c'est d'essayer d'organiser le plus tôt possible, le plus vite possible, la direction de l'acheminement de cette personne vers un centre de santé. Ce n'est pas forcément la plus grande clinique, pas forcément le plus grand hôpital. Vous pouvez être dans un village, c'est d'aller. J'évite souvent de donner des noms de médicaments sur les plateaux, parce que ce n'est pas une consultation médicale ici. Parce que c'est souvent des médicaments qui sont plus dangereux quand on ne les prend pas bien que lorsqu'on les prend. Donc c'est vraiment d'aller dans un centre de santé. Vous allez pour connaître un médecin, quand vous l'appelez, moi je le dis souvent à mes proches, quand vous avez un problème, rendez-vous à un centre de santé, vous pouvez m'appeler sur la voie, mais à distance, je ne peux vraiment rien faire. C'est d'y aller et après de faire ce que vous pouvez faire en discutant avec le personnel médical. D'accord, donc c'est très important, c'est urgent, c'est d'ailleurs la seule solution pour être sûr que votre AVC ne vous prendra pas, que vous n'allez pas en mourir. Quand on fait un AVC, est-ce qu'il y a des conséquences sur le long terme ou sur le moyen? Oui, il peut y avoir des conséquences. Tout à l'heure, vous disiez que c'est la première cause d'handicap physique chez l'adulte, oui. Et parce que justement, vous savez, tout ce qu'on fait, le fait de parler, le fait de lever le bras, de lever le pied, c'est des ordres qui viennent de mon cerveau. Donc si la partie du cerveau qui doit me permettre de lever le bras gauche ne reçoit plus sa nourriture et meurt, je ne pourrai pas lever le bras gauche. Ce qui explique pourquoi souvent les conséquences, c'est les conséquences motrices, donc des handicaps. Une personne qui est paralysée d'un côté du corps, souvent il y a des conséquences aussi sur la parole. C'est que la zone du cerveau qui permet de parler, lorsqu'elle est atteinte, la personne aura du mal à parler. Donc il y a ces conséquences physiques souvent, des séquelles physiques, des séquelles donc motrices. Mais ce que je voudrais dire, le plus important, c'est de ne pas perdre espoir. Parce qu'un des facteurs qui permettent de diminuer ces conséquences, c'est d'aller vite à l'hôpital justement pour qu'un traitement permette de dissoudre le caillot le plus tôt possible. Il y en a qui font des AVC et qui récupèrent à 100%. Donc, c'est une course contre la montre vraiment.
Et les conséquences, après les conséquences motrices, donc, qui doivent nous amener à faire souvent des séances de kinésithérapie. Oui. Il y a aussi, parfois, on est obligé de voir des spécialistes de la parole qui nous réapprennent à parler. Et souvent, les orthophonistes, exactement. Oui. Et souvent, on est obligé de voir un psychologue parce qu'il y a aussi des conséquences psychologiques qui sont là. Et un dernier mot par rapport à ça, c'est inviter vraiment les proches de ceux qui ont fait les AVC à les suivre, à les accompagner. Pourquoi vous le dites, oui? Oui, parce que c'est pas évident. Ces personnes peuvent devenir comme un poids, mais comme je le dis, certains font des AVC et récupèrent totalement. Donc ce que vous dites, ce que vous pensez d'elles, même quand elles ne parlent pas, elles entendent, elles vous voient. Il ne faut pas qu'elles sentent qu'elles sont un poids pour vous. Vous imaginez quelqu'un qui est actif dans la société, qui à un moment donné ne peut plus bouger toute une partie du corps, c'est déjà une grande charge psychologique. Donc c'est important de les accompagner, de les suivre, d'y croire et de savoir qu'elles vont récupérer quoi que cela pourrait coûter. Le plus souvent, c'est les bons comportements que ça coûte. Quelles sont les chances de récupérer? Je dirais que ça dépend vraiment, c'est de 0 à 100%, je dirais. Bon, 0,1. D'accord. Votre optimisme. Oui. Tout dépend du moment où vous allez à l'hôpital, vraiment. Et tout dépend, parce que le meilleur médecin, c'est vous-même, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas le médecin. Le docteur a beau mettre tous les médicaments du monde entier, si vous-même vous ne les prenez pas bien, ou si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Donc le meilleur médicament, c'est vraiment vous-même. Le docteur vous dira, arrêtez de manger du cube, diminuez le sel, marchez, vous allez faire comme ça. Quand vous rentrerez, oui. Vous êtes votre seul docteur. Donc c'est de 0, c'est de 1 à, on a augmenté un peu, 1 à 100%. Tout ça pour donner de l'espoir. Pour donner de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais perdre d'espoir tant que le souffle de vie est là. D'accord. Nous allons parler de la prévention. C'est vrai que il y a quelques instants, vous avez commencé par énumérer les bons comportements à avoir. Dans la prévention, qu'est-ce qu'on y met concrètement? On marche tout le temps, on nous rappelle qu'il faut marcher tout le temps, on marche, mais est-ce qu'en marchant, on est sûr véritablement d'être à l'abri des AVC? En fait, il faut voir ça comme une balance. D'un côté, il y a les bons comportements qui sont prouvés nous tuer, qui sont prouvés provoquer ces maladies. Et de l'autre côté, heureusement, il y a les bons comportements dont nous avons souvent la clé. Donc c'est un équilibre. Je ne dirais pas que dès demain, il faut commencer à marcher 30 minutes par jour, ou il ne faut pas stresser et tout. Juste qu'il faut tout faire pour que les bons comportements surpassent les mauvais comportements. Et de façon scientifique, vous savez, avant, il y a quelque chose qu'on appelle la génétique. On se disait que lorsqu'on naît, oui, notre jour de décès, tout est prévu, tout est écrit. Mais depuis un certain nombre d'années, on a découvert quelque chose qu'on appelle de l'épigénétique, qui permet de dire que grâce à ces choses, vous pouvez prolonger votre durée de vie, impacter votre durée de vie. Et ces trois choses-là, c'est le fait de faire de l'exercice physique régulièrement, 30 minutes par jour, 5 jours sur 7. Donc 5 jours sur 7, c'est pas se lever et faire 3 heures le dimanche. C'est comme... Et aller boire après. Et aller boire après. Comme les Béninois en ont l'habitude. Voilà, donc c'est important, c'est important de cumuler chaque jour. C'est comme quelqu'un qui se lève un dimanche, il se brosse 7 fois et dit qu'il s'est brossé. Non, on se brosse 2 à 3 minutes chaque jour. C'est mieux que de se brosser 2 heures le dimanche. Donc, les 5 comportements qui permettent de prolonger cette durée-là, c'est l'activité physique, c'est l'alimentation, c'est le fait de bien gérer son stress. Tout le monde stresse, mais il faut apprendre à aller au-delà. C'est la qualité de notre réseau social et familial. Et quand je viens aux personnes âgées, c'est très important qu'elles se sentent entourées, oui, qu'elles sentent qu'elles ont de la famille. Et pour finir, donc j'ai dit l'alimentation, l'exercice physique, oui, la nutrition, la qualité des relations sociales et le management du stress. C'est très important. C'est pas sorcier. Et tout dépend de nous vraiment. Surtout dans un monde où nous contrôlons de moins en moins ce qu'on nous envoie à manger, nous contrôlons de moins en moins l'environnement, la pollution et tout. Soit la meilleure façon, c'est d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos proches,
Et c'est pour ça que je vous félicite pour ces genres d'émissions qui Merci permettent beaucoup. vraiment de sauver des vies humaines. C'est de tout faire pour changer les comportements qu'on a sous la main. Lorsqu'à la maison, vous mettez 3 bouchées, 3 cuillerées de sel, c'est vous qui choisissez de mettre ces 3 cuillerées de sel. Lorsque vous choisissez de prendre 2 oranges, c'est vous-même qui choisissez. Donc, il y a vraiment des comportements qui sont, que vous pouvez choisir pour annuler ces mauvais comportements qui sont délétères pour le cœur. Donc, il faut commencer très tôt par éviter, par préparer notre organisme à bien vieillir. Nous allons suivre à présent la capsule du sage et on revient après. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que le gouvernement, c'est un cri de cœur, qu'il fasse tout pour prendre vraiment en charge les personnes de troisième âge. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, beaucoup d'enfants, mais d'autres n'en ont pas. Il faut que les personnes de troisième âge qui n'ont pas de gens à côté pour les aider, pour les assister, que le gouvernement crée quand même un environnement pour pouvoir aider ceux-là. Je ne sais pas s'il en existe de bonne qualité parce que là, il faut des personnes bien préparées pour pouvoir s'occuper, assister vraiment les personnes de troisième âge. Un cri de cœur pour mieux prendre soin des personnes de troisième âge. Toutes les occasions, elles les saisissent pour dire véritablement ce qu'elles pensent de leur situation et appeler à se pencher mieux, notamment le gouvernement, sur leur situation. Vous pensez aussi que les personnes de troisième âge, qu'il faut leur accorder davantage d'attention, notamment dans les politiques et programmes du gouvernement? Oui, c'est très important, d'autant plus que je le disais tout de suite, la qualité des relations sociales et familiales impacte fortement la qualité de vie et la durée de vie. Et parfois, comme je le dis, c'est des bibliothèques qui sont avec nous. Il faut apprendre, que ce soit la façon de préparer, que ce soit la façon de bouger, que ce soit les conseils de vie. C'est très important que nous puissions les entourer, quelles qu'elles soient, pour leur bonne santé et la nôtre aussi. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission, docteur. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, c'est vraiment vous remercier, vous dire merci et inviter les populations à suivre ces émissions et surtout à les appliquer. En parler autour de soi. On dit qu'une personne peut impacter près de 1000 vies. Et ça passe déjà par ça, par transmettre ces bonnes informations, les appliquer et surtout être patient et croire au fait que le meilleur médicament, c'est vraiment nous-mêmes. D'accord. Merci, docteur Kamel Lafiaboro. Vous êtes médecin cardiologue et auteur. Merci d'avoir fait la discussion. Aujourd'hui, il a été question de comment se prévenir des AVC, quels sont les signes d'alerte, comment les reconnaître et quelles sont les bonnes actions, les bonnes habitudes à avoir pour ne pas être victime d'AVC. Ce sera tout. Vous avez compris le message, la sensibilisation, parler des signes et des symptômes auprès de vous. Peut-être que quelqu'un pourra très bientôt éviter de mourir d'un AVC. Ce sera tout pour cette émission. À très vite pour un autre numéro.